Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Monsieur Sadr Salam, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Il faut bien préciser à notre auditoire, Monsieur Sadr Salam, un historien de l'islam contemporain, un homme d'expérience et qui nous fait l'honneur de nous accompagner sur ces séries d'émissions depuis un certain temps, ça fait presque maintenant 2 ans, pour un éclairage et aussi un décryptage sur ce qui se passe sur l'islam de France ou l'islam en France. Monsieur Sadr Salam, aujourd'hui, vous nous proposez le thème suivant, qui est qui de la mosquée de Paris. Mais aussi, c'est la même chose pour tout l'islam en France. Pourquoi cette thématique? Alors, Ouizou, ce sont les dictionnaires biographiques qui donnent des aperçus sur la vie des députés, des écrivains, etc. Ouizou, ça veut dire qui en anglais. Bernard Godard a écrit un livre il y a quelques années qui commençait à donner quelques indications sur les acteurs les plus en vue de l'islam en France. C'était déjà un bon début. Et beaucoup de lecteurs, beaucoup d'éditeurs disent Hal min Majid, demandent des précisions sur les nouvelles catégories d'acteurs, et notamment après la précédente émission. J'ai reçu beaucoup de réactions, d'abord d'encouragement, des détails que je ne connaissais pas, que j'ai notés, et je vais peut-être donner quelques-uns de ces détails-là à nos auditeurs, parce qu'il y a des radios libres dans d'autres villes qui demandent une sorte de partenariat pour rediffuser nos émissions. D'accord. Je suis en train de vérifier pour mon prochain livre les informations parfois très gravissimes concernant ces bureaucrates de peu de foi qui squattent l'espace religieux des musulmans. Et notamment à propos des réactions les plus nombreuses concernent l'avocaillant affairiste, qui se dit avocat d'affaires, mais en fait c'est un petit avocaillant affairiste. Notamment, on a des gens du quartier de Bollorine, d'Alger, qui s'appelait Saint-Eugène à l'époque, des voisins qui révèlent comment cette famille s'est installée en venant dans le Sédou, dans le quartier où ils restent encore très mal vus à cause de leur péché originel, parce qu'un des membres de cette famille est rentré avec les conquérants de l'armée des frontières qui est rentré d'Oujda en septembre 62 à Alger, avec l'armée des frontières où il y avait M. Bouteflika, et ce sont des gens qui se sont comportés en pays conquis, et ils se sont mis à rentrer par effraction dans les villas abandonnées par les Pénoirs, sans aucune autorisation. Et c'est pour ça qu'ils sont mal vus. Et là, je n'ose pas, moi, je suis en train de vérifier, mais les informateurs supposent que cette famille continue à frayer avec l'actuelle mafia du foncier à Alger, dans la Métidja, etc., qui exproprie à tour de bras des veuves, etc., pour occuper et revendre à un prix fort. Ça, je ne suis pas affirmatif, mais l'informateur qui a appelé d'Alger a des preuves. Donc, si vous voulez, ça c'est de l'histoire ancienne, mais ça a un rapport avec l'entrée par effraction à la mosquée de Paris. Voilà quelqu'un qui, dans son enfance, a été habitué à voir ses proches entrer par effraction dans les villas de Pénois. Ben lui entre par effraction à la mosquée de Paris, aucune légitimité. Et ensuite, cet informateur nous dit que ce membre du groupe Toujda, là, qui s'est comporté comme dans un pays conquis, dans l'Algérie indépendante, il a eu comme passe-droit la gérance du grand restaurant de l'aéroport d'Alger.
qu'on a baptisé Awari Boumedine par la suite. Or, nous savons par ailleurs, sans l'éruption de cet informateur, que l'avocaillon a essayé, du temps de son protecteur de colonel de l'ambassade, de faire main basse sur tous les commerces de la mosquée, le hammam, salon de thé, le grand restaurant, pour les donner à son cousin qui est à Londres. Ce cousin-là qui est arrivé avec les occupants du groupe Toujda, il se trouve à Londres. Mmh. Et cette tentative a tourné court parce que le titulaire du bail des commerces de la mosquée a porté plainte et il a mis en échec cette tentative d'OPA sur les commerces de la mosquée. Donc la moralité, c'est que ce monsieur est intéressé surtout par les commerces, par les à-côtés purement financiers et commerciaux de la vie religieuse. Et la religion, il ne la connaît pas, c'est un illettré. Islamiquement, islamologiquement parlant, quand il est venu d'Algérie, il venait à la mosquée très discrètement. Moi, j'en parle en tant que paroissien de la mosquée depuis des décennies. Mmh. Moi, quand je rentre à la mosquée, je vais à droite vers la salle de prière, où on ne l'a jamais vu. Lui rentre à gauche, il est mêlé à des conciliabules secrets sur la taxe halal, sur quelques trafics, sur du trabandisme, etc. C'est vrai, ça n'a absolument rien de religieux comme thème abordé par les gens qui rentrent à gauche après la grande porte de la mosquée. Donc il y a deux passages, si j'ai bien compris, à la grande mosquée. Il y a le côté droit, Ashab al-Yamin ou Ashab al-Shimal. Oui, mais moi c'est pour dire, c'est pas pour accabler les personnes, c'est pour poser le problème de la légitimité des gens qui s'autoprogramment représentants des musulmans sans aucune procédure de consultation. On peut évidemment leur accorder le bénéfice du doute en disant peut-être qu'ils sont légitimes et qu'ils ont omis les procédures de consultation, mais là, on est obligé de consulter leur profil, qui n'est pas le profil de représentant légitime de la religion. C'est l'affairisme, c'est le commerce. Quand la mosquée l'a intéressé au début, quand son protecteur était le pharaon de l'islam en France, il a essayé de lui donner les commerces en chassant le titulaire du bail, sans aucune... Mais le titulaire du bail les a mis en échec devant la justice. Et il est très possible qu'il reprenne cette offensive pour le chasser et donner les commerces au cousin qui est replié à Londres depuis ses habitudes de fracturer les portes des villas des peignoirs à Alger en 62. Ensuite, on a les dernières nouvelles qu'on a de ce monsieur, chez Edith Cresson, l'ancienne Premier ministre de Mitterrand, qui est à France-Algérie et qui est à France-Israël. Il a demandé rendez-vous avec elle. Il est arrivé avec un groupe de 8 ou 10 milliardaires algériens du FCE, le forum des chefs d'entreprise. Mmh. Chefs d'entreprise dominés par Haddad, là, qui est poursuivi par la justice. Moi, j'ai absolument rien contre la fréquentation de ces voyous, mais à condition que celui qui les accompagne ne vienne pas squatter l'espace de la religion. La religion, il faut un minimum de légitimité religieuse qui suppose le khushu', le wara', le sakina, l'istiqama, etc. Or, ces activités sont le contraire de ces qualités élémentaires que doit avoir quelqu'un qui a l'habitude des mosquées. Par conséquent, c'est un affront pour la communauté des fidèles à laquelle ils ne pensent uniquement pour la quête, pour le denier des cultes et pour la zakat al-fitr. En dehors de ça, ils n'ont aucun compte à leur rendre. Et ce sont ces fidèles qui, à la mosquée, qui sont terrorisés. Il y en a un, par exemple, on en a parlé la dernière fois, qu'il a voulu taxer une deuxième fois quand il a été chez son frère dentiste à Alger. Oui. Or, ce type-là, on a un complément d'information. Quand il a refusé de le payer une deuxième fois, il a fait l'objet d'un rapport de délation que faisait le fameux Benamaral, paix à ses cendres, le frère du général dont l'avocaillon souhaite le retour à la présidence, mais ce retour n'aura peut-être jamais lieu. Il faisait un rapport hebdomadaire
qui est arrivé jusque dans le bureau de Toufiq, qui s'appelait Rab Djair, et qui était leur chef à tous, et qui était décrit comme fondamentaliste dangereux à surveiller. Alors que c'est un monsieur qui est là depuis 1958, c'est un condisciple de Sidi Ahmed Rosali, et il est en France depuis la guerre d'Algérie, il vient prier, et lui il va à droite quand il rentre à la mosquée. Et la déduction que je fais moi depuis la dernière émission, à la suite de réactions de ces types-là, c'est que ce monsieur a eu droit à un rapport de délation mensongère parce qu'il a refusé de payer la deuxième fois la prestation du dentiste, frère de l'avocat. Voilà les méthodes. Plus beaucoup d'autres. Alors, on a l'avocat, il mérite une série d'émissions parce qu'il a commencé à arriver. Bon, j'ai quelqu'un d'Air Algérie qui travaillait sur ses ordres qui m'a dit les vraies raisons pour lesquelles il a été exfiltré en France. Je suis en train de vérifier et je mettrai ça dans mon livre. Il n'est pas venu en France comme ça. C'est à cause de problèmes avec Air Algérie qui s'est retrouvé exfiltré ici. Et puis au bout de quelques années, il s'est retrouvé l'avocat forfaitaire de 10 institutions algériennes à Paris, en France. Bon, que le système de la Isaba lui procure ce genre de revenus de la manière la plus licite, la Isaba, elle est en prison. Mais il reste l'État laïque, qui mérite d'être interpellé poliment, démocratiquement. Et surtout que la France est un État de droit, l'Algérie aspire à être un État de droit. C'est la Isaba qui l'a empêché de devenir un État de droit. Question à l'État laïque et aux organisateurs laïques du pauvre islam de France, comment se fait-il que quelqu'un qui risque d'être poursuivi par la justice de son pays, au bout de quelques années, il se retrouve bombardé représentant de l'islam en France? Et l'État laïque a contribué, on a dit comment l'État laïque a contribué à la promotion de l'avocat quand il a été chargé de faire pression sur Dalil Boubaker pour qu'il participe à l'Istichara puis au CFCM, alors qu'au début il était contre. Donc les organisateurs savaient qui il est. Et ils lui ont mis le pied à l'étrier. Un vrai débat contre la démocratie fera son entrée dans l'islam de France, c'est la première question à poser. Et la même question se pose pour le caporal. Le caporal a du sang dans les mains. On a eu une autre information qui nous dit qu'au moment qui cite le nom de la personne qui se pointait à côté du gardien à l'entrée de la mosquée au moment du tremblement de terre de l'Hausima, où les frères et les sœurs marocains qui étaient en larmes voulaient verser leurs dons en espérant soulager les victimes du tremblement de terre. Or, ce monsieur, il venait ici, il attendait, il percevait, il remplissait ses poches de paquets de billets, et il n'y a jamais eu 1 euro ou 1 franc qui soit arrivé à l'Hausima. Alors voilà, des gens, des malfaiteurs comme ça, ils se retrouvent à la tête d'une institution religieuse et avec la bénédiction de l'État laïque. Où est la démocratie, où est la laïcité? Et moi je citerai les noms dans mon livre, parce que les auditeurs ont le droit au respect, et tant qu'on n'a pas vérifié, on ne donne pas les noms. Mais c'est un des putschistes du 11 janvier qui se remplissait les poches avec les dons qui promettait de remettre aux victimes voilà, les frères marocains. Lui, il n'a à la bouche que l'utilisation du conflit factice entre Algériens et Marocains. C'est le seul thème, c'est le seul slogan, le seul leitmotiv qui lui sert pour rassembler les Algériens naïfs autour de la GMP. Mais les frères et sœurs marocains ignorent ce conflit. C'est la mosquée la plus proche, ils viennent lui confier les dons, mais nous savons maintenant, après vérification, qu'aucun don n'est arrivé de la grande mosquée de Paris au profit des victimes du tremblement de terre de l'Hausima. Ah ouais, mais ça c'est facile à vérifier hein, quelque part. Les archives sont là, donc côté marocain, c'est fort possible
tout le monde sait quelle contribution a été faite par telle ou telle institution. C'est flagrant. Donc, moi, ce qui me chagrine de cette histoire, si vous le permettez, M. Sadr Salam, j'aimerais bien avoir votre avis. Vous situez cette question qui est qui dans un cadre aussi de l'islam en France. Parce que, bien entendu, vous avez commencé avec l'exemple de la mosquée de Paris, et je l'espère bien que nous aurons l'occasion aussi de parler des autres mosquées ou des autres recteurs qui se disent aussi comme quoi ils défendent les intérêts des musulmans. Pourquoi pas qu'il y ait un décryptage transversal, comme on l'a fait depuis toujours, sur cette question. Maintenant, revenons à la question de la mosquée de Paris. Vous avez dit au départ comme quoi il y avait des retombées, il y avait des réactions de l'autre côté de la mer, notamment en Algérie, par rapport à cette émission de la semaine dernière. Selon vous, les personnes ou les autorités qui ont écouté cette émission, est-ce qu'ils étaient surpris par le contenu ou bien ils savaient quelque chose et là, ils ont eu l'occasion d'entendre de votre part des vérités, peut-être eux, ils ne le savaient pas. Ou bien, tout simplement, c'est des gens qui découvrent une réalité, vu la situation en Algérie, vu aussi cette affaire de l'élection du nouveau recteur, que tout le monde en parle, qui fait la une des journaux et aussi qui fait la une aussi auprès des fidèles. Bon, ce que je peux dire, c'est que du côté algérien, les décideurs qui sont décidés à instituer une véritable démocratie sont pour l'assainissement, commencé par Gaïd Salah, qui a conduit à l'arrestation de l'Aïsaba, y compris de quelqu'un qui se disait Dieu, Rabat Zahir. Et je ne pense pas que le Cabran et l'Avocaillon inspirent plus de crainte que celui qui s'attribuait une nature divine, Rabat Zahir. Il se retrouve comme un voleur de poules. Et c'est pour ça que le Gaïd Salah a toute l'Algérie derrière lui. Il est le seul à avoir eu le courage à sauter le pas pour arrêter cette bande-là. Or, Gaïd Salah a laissé des gens qui sont décidés à poursuivre cet assainissement. Ce genre d'émission leur apporte, ils savent beaucoup de choses sur cette bande, mais l'Aïsaba n'a pas disparu uniquement après l'arrestation de ces 4 ou 5 qui croupissent en prison. L'Aïsaba a des tentacules un peu partout. Et maintenant, on a l'incertitude que la mosquée est devenue un point de repli des anciens serviteurs de l'Aïsaba. Mais il y a des crypto-touféristes, y compris parmi les gens qui sont en poste à l'étranger, et qui sont soupçonnés de complicité avec cette bande. Et ça vient du fait que vous avez beaucoup de responsables qui étaient littéralement soudoyés par les apprentis décideurs de la mosquée de Paris. Or, il y a toujours des gens qui convoitent des petits avantages et qui ont fait preuve d'indulgence avec l'Avocaillon. Le caporal fait l'unanimité contre lui. Et vous avez certains responsables qui détournent les recommandations d'Alger en disant oui, l'Avocaillon est récupérable, c'est le caporal qu'il faut virer. Et là, c'est eux qui risquent d'être virés en faisant ce genre d'ishihad. Je peux pas en dire plus. Mais maintenant, nous, on continue vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis de l'Algérie aspire à être d'abord, l'Algérie n'est pas une république bananière, la France non plus, encore moins. La France est un état de droit, où le mot laïcité et le mot démocratie sont sacro-saints, on les utilise à tout bout de champ. Et le devoir, c'est de sensibiliser l'opinion musulmane pour qu'elle interpelle, surtout après-demain. Vous avez des élections municipales où les En Marche sont en difficulté. Si on a l'impression que le vote musulman est très courtisé. Or, les musulmans dont on demande les suffrages, on a intérêt à les informer de manière à ce qu'ils interpellent les pouvoirs en place.
et tout signe de reconnaissance de cette Essaba, micro-Essaba, en provenance des autorités laïques, conduirait à soupçonner ces autorités de duplicité. C'est-à-dire que ça, astaghfirullah min qawlin bila amali. C'est des gens qui ne croient pas à ce qu'ils disent. S'ils croient beaucoup à ce qu'ils disent en matière de démocratie et de laïcité, ils ne devraient jamais reconnaître cette bande-là. Et bien, maintenant, on a beaucoup d'autres éléments, parce qu'il faut être juste. Mmh. La crise de la mosquée, elle s'explique par le 11 janvier. Oui. La nouvelle, les fantoches qui ont fait venir Jabbar. Là, Jabbar, pour le coup, il faut le citer par son nom et son prénom, parce que quelqu'un qui se laisse nommer ministre de l'Éducation par Nazar, qui est poursuivi par les utilités de son pays, et qui est un agnostique, voire un athée, et la mini Issaba le charge de la fatwa et de l'imama, là, il y a un vrai problème. C'est un type qui sent l'alcool quand il rentre à la mosquée. Et les fidèles, non seulement ils sentent l'alcool de loin parce qu'ils n'ont jamais bu, mais ils ont ce qu'on appelle farasatul mu'mini. Ils ont un sixième sens qui leur permet de reconnaître les gens en manque de légitimité religieuse, uniquement à partir des apparences extérieures. Et quand l'avocaillant se donne la peine d'aller au premier rang de la mosquée le vendredi, c'est uniquement pour inciter les fidèles à verser au denier du culte. D'habitude, il va à gauche à la mosquée. Même au temps de la prière, il ne vient pas à prier. Il vient pour des conciliabules. Un exemple de conciliabule. Bouteflika a fait voter la loi de réconciliation qui a amnistié tous les islamistes qui étaient poursuivis. Alors, il y en avait pas mal en France. Mmh. Normalement, contre la loi, ils sont autorisés à rentrer. Or, lui, il les contacte et il fait passer comme une sorte de faveur, de passe-droit, le fait qu'il leur favorise le retour en Algérie. Et d'après certains témoignages, il se faisait payer pour ça. Donc, l'idée de se faire payer 2 fois pour la prestation de son frère dentiste, c'est une habitude qu'il a généralisée parce qu'il avait l'appui du colonel de l'ambassade de l'époque. Et il y a des gens que j'ai vus personnellement à Alger qui m'ont raconté comment il les a approchés pour leur dire oui, le décret d'application va être signé en retard, mais moi je vous favorise le retour très tôt. Et après, il passe aux choses sérieuses, il dit le montant de ce service, la contrepartie, il se fait payer, etc. C'est un type, il devrait rester dans la recherche des paradis fiscaux, dans les à-côtés religieux de la religion, les financiers de la religion, et foutre la paix à la religion. On a 80% des fidèles qui ont un 6e sens, et ce 6e sens leur permet de voir que ce monsieur n'est pas légitime religieusement. Et on a beaucoup de choses à dire dans d'autres des émissions à venir. Notre devoir, c'est d'informer sans diffamer personne. C'est pas sa personne, parce que la diffamation, c'est quand on s'attaque à la personne elle-même. Moi, j'aurais jamais parlé de sa personne, même si je connaissais tous ses travers, tous ses défauts. C'est parce qu'il s'attribue une légitimité religieuse à la tête d'une institution religieuse, et il aspire à se faire élire à la FIF, la Fondation de l'Islam de France, où les élections vont avoir lieu dans 6 mois, où il s'est cassé la gueule quand il s'est présenté contre Raleb, et il n'arrête pas de sanctionner Raleb, tellement il est rancunier, puisqu'il a écarté de l'émission islamique au motif que le cumul ne serait pas possible. Or, lui, il cherche à cumuler, il veut être président du CFCM, président de la FIF, et concernant la FIF, il faut s'arrêter un moment. Depuis la création de la FIF, Chevènement n'arrêtait pas de nous dire que cette fondation a des objectifs purement profanes et culturels, et non pas cultuels. Il a dit, les mosquées, les CFCM, les religieux peuvent créer une autre fondation qui s'occuperait que du culte. Or, l'avocat, il fait partie soit du conseil d'administration, soit du conseil d'orientation
de l'AFIF. Depuis qu'il est à la tête d'une institution culturelle, et si on appliquait sa jurisprudence bidon, il n'aurait pas le droit de siéger à l'AFIF. Et il a un autre complice, c'est l'agitateur agité là, qui vient d'une ville du Gard là, dans le Midi, et qui est celui qui parle de l'islamophobie avec ses gros sabots. Il est aussi dans l'AFIF. Or, ils sont en train de comploter pour préparer une élection bidon de l'avocat à la tête de l'AFIF. Alors à ce moment-là, ce monsieur serait à la tête de l'émission dite islamique, qu'il a désislamisée, en faisant venir cette bande de francs-maçons datés d'agnostiques, très éloignés de la religion, et qu'il fait venir à la mosquée. Il vient de se autoproclamer recteur. Il voulait se présenter à la tête du CFCM et il veut être donc il veut tout cumuler. Si l'opinion laisse faire, ça va être ridicule, ça va être un affront pour tout l'islam en France. Tout le monde connaît à la sortie de la prière de la mosquée le hadith qui maudit une communauté qui se laisse diriger par quelqu'un wahum lahu karihun. Le hadith se termine une communauté qui accepte comme imam quelqu'un qui est détesté par elle, cette communauté est maudite. Or, si cet avocat le laisse faire, la communauté sera maudite à plusieurs titres, puisqu'il aurait cumulé plusieurs présidences. Et là, c'est une question à poser au bureau central des cultes. Comment on dit que le culte doit avoir une fondation spéciale et la FIF s'occupe de culture, mais on laisse au moins ces deux larrons qui s'occupent de mosquées venir squatter le conseil d'administration d'orientation de la FIF, où siège aussi le recteur de la GML, la grande mosquée de Lyon. L'an dernier, là, quand le recteur de Lyon, quand il a essayé de nous intimider pour qu'on arrête de parler de sa face cachée, il a dit pourquoi il ne s'occupe pas de la grande mosquée de Paris. Ben, maintenant, c'est fait. Et ça sera fait plusieurs. Mais on lui promet de revenir à la grande mosquée de Lyon parce qu'on n'a pas épuisé le sujet. Surtout que quand j'ai ouvert le dossier de 400 pages, qui m'a été remis par un notable musulman beaucoup plus légitime que lui, mais qui est un dossier accablant. Où il a menacé de porter plainte, mais il a perdu. Il a perdu tout. Ce sont des gens qui intimident. Ils ont deux armes. Le bluff. L'avocat est un bluffeur. Le caporal est un menteur, puisqu'il se faisait passer pour un sergent, et devant le petit personnel pour un commandant. Le mensonge est interdit à l'intérieur ou à l'extérieur des mosquées. Eux, ils fondent leur légitimité sur du bluff, du mensonge, et le type de Lyon est le spécialiste de cette légitimité fondée sur des prétentions, mais qui cache toutes sortes de turpitudes dont on parlera au moment où on épuisera le sujet concernant la GMP. Parce qu'il s'agit de Ouizou, de l'islam de France, pas seulement la GMP. Ah oui, la GMP, parce que c'est la plus ancienne, et là où a eu lieu le coup de force le plus contestable du point de vue légal, du point de vue de la légitimité. Monsieur Sadr, comme ça a été annoncé sur le titre, hein, donc il n'y a pas que la mosquée de Paris, hein, donc les choses soient claires. On est sur un sujet qui concerne la totalité des gens responsables ou institutions dites responsables de cette gestion de l'islam en France, parce que en tant que musulmans, tout court, vous, moi, n'importe qui, on a le droit de se poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est victime, mais aussi on est coupable. Nous vivons dans une société laïque. Le musulman est montré par le doigt. Il y a des flux énormes d'argent de pays d'accueil, comme d'autres pays de pétrodollars qui circulent. Et il y a ce dossier, ce gros marché de la viande halal, il y a le pèlerinage. Donc il y a plein de sujets qui concernent les musulmans. Si nous, autant que musulmans, nous n'arrivons pas à comprendre les tenants et les aboutissants de ce dossier, comment voulez-vous des laïcs, souvent ils n'ont aucune culture sur l'islam, parce que ça ne les regarde pas, parce que ça ne les intéresse pas, sont laïcs,
comment voulez-vous qu'ils vont comprendre ce qui se passe? Et dans cette émission, sont nombreux, et je le redis, preuve à l'appui, qu'ils ont dit les musulmans, il est temps qu'ils règlent leurs problèmes eux-mêmes. L'État français ne peut rien. Les autres ne peuvent rien, mis à part les musulmans. Mais il y a une question qui m'interpelle quand même, puisque vous avez parlé aussi, il faut inclure tout ça dans le cadre de l'islam en France. Comme vous le savez, M. Sadr Sellam, je crois qu'on a parlé de ça dans le temps, il y avait cette histoire de l'élection de CFCM et les remous qu'ils étaient avec. Mais aussi, il y a autre chose de taille, cette visite auprès de M. l'ambassadeur du Royaume du Maroc à l'époque et qui a fait un débat très important par des accusations par-ci par-là. On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde est dans le même sac? Est-ce qu'il y a un consensus entre tout le monde et qui montre à quel point qu'il y a un échec total de l'islam de France, ou bien tout simplement il y a des manipulations? On aimerait bien savoir davantage. Oui, non, mais attends, les autorités marocaines et les autorités algériennes, malgré leurs différences, se trouvent dans sont logés à la même enseigne. On a déjà parlé de Ouled Chihad, de Boussouf, etc., qui marchent dans le jeu des Émirats, malgré le gros conflit qui oppose le Royaume du Maroc aux Émirats arabes unis. Et nous savons depuis qu'ils ont le soutien de certains hauts responsables civils ou militaires qui convoitent du bachiche pour eux-mêmes. Et ils s'écartent de la politique officielle d'Ahmed Taufir. Dans le cas de l'Algérie et de la GRP, nous sommes dans la situation tout à fait identique. Les décideurs algériens veulent l'assainissement. Mais la mini Saba de la mosquée a profité du moment de flottement. C'était moins d'un mois avant l'élection du nouveau président, qui n'avait aucun conseiller pour le renseigner sur ce dossier opaque. Et ils ont profité de ce moment de flottement avec la complicité de certains réseaux toufiqistes et notamment d'un ancien chef de cabinet de Sellal, voilà quelqu'un dont le patron croupit en prison et qui se retrouve à la présidence. Et il semble que ce soit ce monsieur qui leur ait facilité notamment la publication d'un communiqué bidon à l'APS. On a les réseaux crypto-toufiqistes se retrouvent dans la même situation que ceux du Maroc qui contre l'avis des autorités, soutiennent Oulid Chihab, Boussouf et les autres demandeurs de bachiche des Émirats. Et c'est ça ils profitent de l'éloignement, de la période de flottement en Algérie pour faire prospérer leur commerce à la fois symbolique et réel. Et ils profitent du fait que l'opinion musulmane n'est pas renseignée. On a un système d'information digne des régimes à parti unique. Alors, un des organisateurs de l'islam à l'époque m'a dit il n'y a pas d'opinion musulmane, donc on commet des bêtises dans l'impunité totale. Or malheureusement pour eux, il y a une opinion musulmane qui est très demandeuse. Mais nous avons eu des réactions de l'autre côté de la Méditerranée, du nord de la Loire, des gens qui disent merci wa al mazid. Voilà, Ishakartum la azidanna, comme il dit. Non, mais je termine en disant que ce monsieur, l'avocaillant, croit qu'on est encore en 62 quand son cousin ou son oncle venait fracturer les villas de Bollorine, des Pieds Noirs. Alors quand il dit qu'il est contre l'islam politique, il prend les gens pour des imbéciles. Tout le monde a l'enregistrement de l'émission où il est venu en tant que président des comités de soutien pour le nouveau mandat de Bouteflika. Nouveau mandat, c'est-à-dire depuis le 3e, 4e jusqu'au 5e, il était pour un nouveau mandat. Alors, il faisait ça pour plaire à Saïd Bouteflika qui est en prison et sur ordre de son parent qui est venu avec le groupe tout ça. Il vit toujours, il est à Londres. Et c'est pour lui qu'il y a eu la tentative de contrôle des commerces de la mosquée. Alors, quand il nous dit ça, alors que tout le monde se souvient qu'il est l'accompagnateur attitré
de Yves Bonnet, un ancien patron de la DST, qui a créé un institut bidon, qui est une espèce d'association écran qui lui permettait de continuer dans les réseaux du renseignement et surtout de l'affairisme. C'est lui qui l'accompagnait tout le temps en Algérie, parce que, bon, selon les sources des réactions qu'on a eues, Yves Bonnet était mêlé à l'import-export des médicaments avec la fille d'un général-major de la bande des 4 de 92. Or lui, c'est son milieu naturel. S'il reste dans son affairisme et il fout la paix aux braves fidèles qui veulent venir prier en paix pour retrouver un peu de khushu', un peu de wara, un peu de sakina. Quand il s'est lancé dans cette offensive contre l'islam politique, c'est pour créer un trait d'union avec Oulid Shira, qui lui, les sites égyptiens, etc., qui dépendent de cette bande, ont comme seul objectif dénoncer tout ce qui est islam politique. Et ils se sont attaqués à tout ce qui leur déplaît, comme le site financé par la Aïsaba de la mosquée. J'ai découvert, moi, le mercenaire qui se fait payer, qui dit même combien on lui a versé pour attaquer tout ce qui déplaît. D'accord. Et donc, alors, ils ont occupé le champ médiatique. Et ils croyaient qu'ils avaient emporté la Manche à cause du confinement et à cause du ramadan. Ils croyaient que toute la communauté s'est écrasée. Or, il va y avoir pendant tout l'été des émissions où on a des révélations. On va révéler au compte-gouttes, on ne révèle pas tout en même temps. Avec un peu de patience, ils auront toute la partie vérifiée dans mon livre. Moi, j'ai cru à un moment, parce que le Arif Billah m'a dit qu'il allait réformer, etc. Moi, j'ai cru 10% de son discours soporifique. Cette option, disons, réformatrice, m'a éloigné de mon devoir vis-à-vis de mes lecteurs, qui demandent d'être éclairés quand la situation est très compliquée. Et là, comme les promesses de réforme de la mosquée et de l'Institut étaient bidons, mon devoir, c'est d'informer tout le monde, tous mes lecteurs. Par exemple, quand on a un discours, après le discours de Mulhouse, d'Emmanuel Macron, vous savez, tous les commentateurs ont dit le président va faire de la réforme de l'islam la priorité des priorités. Alors que signifie les gens qui voient ça de loin avaient tendance à faire de Macron le Luther de l'islam. La religion réformée, il s'est écarté du catholicisme. Or, qu'est-ce que c'est que la réforme de l'islam? C'est la réforme des statuts du CFCM, qui était réclamé par le bavard agitateur agité qui parle d'islamophobie, qui voulait être secrétaire général du CFCM, et ce poste n'existe pas. Et il s'est mis à s'attribuer ce poste en passant à la télévision, avant même d'obtenir cette réforme. Or, introduire une clause dans les statuts pour permettre à un bavard de s'attribuer un titre bidon, c'est confondu avec des commentateurs très avisés par ailleurs, avec une réforme qui, à leurs yeux, serait comparable à celle de Luther, qui a fondé le protestantisme. Mais on marche sur la tête. Macron a parlé un peu vite quand il a dit réforme de l'islam. Il voulait parler des réformes des statuts du CFCM, avec comme intention d'introduire un peu plus de démocratie, de transparence. Or, ce monsieur, le monsieur qui se dit secrétaire général, devant moi, il y a un type de Annaba, parce que lui, il est originaire de Annaba, l'ex-Bonn, à la sortie. Parce que lui, ça lui arrive de venir prier avec nous, contrairement à l'avocat. À la sortie de la prière, où les gens se disent Taqaballah, il y a quelqu'un de Annaba, avec l'accent de Annaba, il lui a dit comment on a versé 20 millions pour notre cousin, à qui la GMP lui a promis de le détacher comme imam, et vous n'avez rien fait. L'autre lui a dit non, je vais en parler à un tel. Il parlait du caporal. Donc voilà une confirmation, sans enquête, qu'il y a du bakhchish qui est versé pour le détachement des imams. Et je n'ai pas eu le temps de vérifier si le bakhchish a été versé secrètement au préposé à l'islamophobie sans avertir le préposé au détachement des imams, mais ça sème le doute sur toute l'institution. Et surtout que un journal comme Choro, qui est plus courageux que la moyenne des journaux algériens, a accusé nommément l'inspecteur des imams de l'époque
d'être mêlé à des bachiches en échange du détachement des imams. Or, le type de Hanaba parlait de 20 millions, les gens qui ont informé Chourouk parlent de 40 millions en dinars centimes, bien sûr. À l'époque, ça donnait 4 000 euros, ce qui n'est pas rien. 4 000 euros multipliés par 130 imams, ça fait quand même, ça permet d'acheter plusieurs maisons dans le sud de l'Espagne, qui est le lieu de prédilection de la Isaba et de ses protégés. En plus du fait que les imams détachés, il y en a 130. On nous dit qu'ils versent du bachif. La bureaucratie de la mosquée de Paris oblige l'association qui gère la mosquée de faire un versement annuel à la mosquée. Et certains, notamment dans les Cévennes, pas loin de là où habitent ce préposé à l'islamophobie bidon, prétend que la bureaucratie de la mosquée a exigé de lui des espèces. Donc voilà des formes inattendues de raquettes et de taxation de la communauté en échange de l'arrivée de quelques imams CCP qui disent le Kabaran les obligeait des fois à lire les discours qu'il leur imposait, lui qui n'a aucune culture religieuse. Par exemple, il a obligé l'imam Khatib de la grande mosquée de Paris à rendre hommage à celui, au colonel qui était à la mosquée, qui n'est pas vraiment un parangon de vertu, à lui rendre hommage au moment de la khutbah quand il est mort. Parce que, comme on dit en arabe, c'est lui qui l'a nommé. Au lieu de faire oublier qu'il a été nommé par un alcoolique criminel corrompu, il lui rend hommage au moment de sa mort. Donc, ça pollue l'espace de la mosquée. L'espace de la mosquée, c'est celui de la sincérité, de la vérité, de la fraternité. Ce sont des gens qui sentent l'alcool après ils s'abstiennent de boire de l'alcool pour que les gens ne le sentent pas, mais Djerba, il paraît qu'on a senti de l'alcool quand il est venu. Donc c'est vraiment un avilissement de la religion qui est en train de se préparer par cette mini-Isaba. Quand on a le Arz Billah, qui est le plus protégé de tous, parce que la légitimité de ces types-là, quand ils n'ont plus aucun autre argument, c'est de se prévaloir de la protection d'un général-major qui n'a jamais entendu parler d'eux. Mais le plus protégé de tous, c'est le Arz Billah, qui a été viré par le colonel Habib Souames pour les frasques de sa gestion de la perception de la taxe halal. Et c'est le général Toufir qui l'a rétabli par le biais d'un ancien moudjahid de la Wilaya 5 qui était pratiquant, qui venait à la mosquée. Il est venu pleurnicher auprès de lui et Toufir a appelé le colonel de l'époque, il l'a rétabli. Alors que les autres étaient protégés par un colonel de l'ambassade ou un autre colonel alcoolique comme celui qui est mort et à qui il a été rendu hommage. Quand ils en arrivent à dire « fais attention, moi je connais le colonel ou le général intel », c'est qu'ils n'ont plus d'autre légitimité. À partir du moment où il a été nommé, il n'a qu'à faire ses preuves, s'abstenir de commettre des bêtises, comme par exemple le caporal qui a giflé une jeune marocaine qui a été mon élève à Troyes, la ville de Troyes. Elle s'appelle Hanan Karimi, qui vient d'être recrutée dans un laboratoire associé au CNRS et qui incite les jeunes chercheurs à enquêter sur le caporal. Il l'a giflé parce qu'elle est venue lui dire qu'il n'y a pas d'eau chaude en plein hiver pour les ablutions. Il lui a donné une paire de claques. C'est un lâche, celui qui gifle une femme. Ah oui. C'est une femmelette. Et c'est un homme mais c'est un type, moi je l'ai vu. Je l'ai vu préparer des gourdins pour assommer des fidèles qui lui déplaisent. Mais malheureusement, il est tombé sur des gens qui l'ont mis par terre. Et il est parti en courant, non. Et il a dit à un des journalistes, qui est toujours à la mosquée, il lui a dit, je vais tuer un tel et rentrer en Algérie. C'est comme ça. À chaque fois qu'il y a des accords, il menace de tuer. Or, j'ai parlé du type de la Wilaya 5 qui est mort maintenant, qui a intercédé au profit du Arz Billah auprès de Toufir. Il le connaissait parce que Toufir avait été en rang. Or, quelque temps après, le caporal a agressé dans le bureau du recteur
l'ancien Jundi de la Wilaya 5, qui a intercédé au profit d'Arif Billah. Il a agressé alors qu'il porte un pacemaker. Il était malade du cœur. Et c'est une personne âgée, ancien moujahid, malade. Donc il y a 3 raisons pour le respecter. Or, le caporal ne respecte rien du tout. Et le Arif Billah, qui lui doit d'avoir été réintégré à la mosquée, a refusé de donner un témoignage en sa faveur parce qu'il a fait alliance avec le caporal. Et s'il avait donné le témoignage, il aurait menacé de mort aussi. Comme il a menacé de mort Dahman dans le bureau de Dalil, en présence du Arif Billah. Et jusqu'à maintenant, le Arif Billah nie. Voilà, taktumu shahada. Alors le Arif Billah, à un moment, on l'a chargé de faire le dars avant la prière du vendredi. La leçon, on la comprend. Donc c'est quelqu'un qui connaît un peu. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولا تكتموا الشهادة. Il était présent, mais il a refusé jusqu'à maintenant de donner une attestation à Dahman. Donc tout le monde sait qu'il a été menacé de mort par le caporal. Le caporal qui gifle une jeune fille et qui est plus brillante. Maintenant, elle va commander des mémoires sur le GMP. Et la première question que posent les doctorants, que ce soit pour un master 2 ou pour une thèse, la mosquée a un institut qui fonctionne depuis 17-18 ans, où il y a des dizaines, voire des centaines de gens qui sont sortis. Il n'y en a aucun parmi ces diplômés avoir été recruté comme imam. Alors que Cazeneuve, Valls, etc. parlaient du centre de formation d'imam de la Grande Mosquée de Paris. Ils sont en train d'enquêter et ils n'auront aucun mal à découvrir qu'on ne recrute pas les imams sortis de l'Institut uniquement pour continuer à importer des imams qui versent du bakshish. Voilà, c'est très facile à découvrir. Et le Kabran, la remarque lui a été faite pour dire vous ne pouvez plus continuer à cacher aux cachotteries sont des secrets de polichinelle. Il a répondu en arabe احنا مولفين نتمسخروا بالفرنسيس خلينا نكملوا نتمسخروا بهم. Et voilà, il a eu la nationalité française au bout de la 4e fois. Il a imploré, Dalil lui a fait une attestation pour dire que il a fait du mouchartage, qu'il a rendu des services aux administrations sécuritaires. Ils lui ont dit, mais au début, ils ne voulaient pas lui donner. Voilà quelqu'un qui prend la nationalité française, qui n'a que le mot laïcité, islam de France à la bouche, et qui va jusqu'à dire qu'il va combattre l'islam consulaire, s'il vous plaît. Quel est le meilleur représentant plus digne que lui de l'islam consulaire, et même de l'islam consulaire le plus contestable? Et avec ça, il dit, nous payons la tête des Français, laisse-nous continuer. Mais ça ne va pas durer longtemps, parce que les mémoires qui se préparent, il y en a qui vont être publiées. Et au moment des soutenances, il y a des journalistes qui viennent. Bien sûr. Et tout ça, c'est à cause du Arif Billah qui dirige l'Institut. Arif Billah, parce que c'est quelqu'un qui a créé une confrérie qui faisait des séances de zikr à la mosquée. Et il a même été recruté à la mosquée au moment où Pasqua et l'Albi Belkhir, ensemble, recommandaient l'usage du néo-maraboutisme contre l'islam politique, accusé seulement d'avoir gagné les élections. Le seul crime de l'islam politique en Algérie, parce qu'il n'y a aucune différence entre le fils et le Hamas, les autres, on les a combattus parce qu'ils ont gagné les élections tout seuls. Or, grâce à un ancien collaborateur de Karim El-Amrani, qui était Premier ministre au Maroc, c'est ça, qui m'a contacté au moment de la parution d'un de mes livres, il m'a raconté que au moment en 91, il y avait les élections législatives qui se préparaient en Algérie, qui ont été gagnées par le fils, comme tout le monde sait. Il m'a dit, on a reçu un rapport tapé à la machine ancienne du DRS algérien, proposant une coopération. L'Algérie et le Maroc il y avait des tensions entre eux. Le DRS proposait une coopération anti-islamiste fondée sur la promotion des confréries. Bon, il m'a dit, on croyait que c'est sorti des cerveaux, comme le mort, comme on l'appelait, le fameux Touati, etc. Il m'a dit, le mois d'après, on a reçu l'original complet de la DST.
avec le traitement de texte, et non pas le DRS à taper à la machine pour faire croire que c'est eux. Et c'est un rapport de la DST française qui a recommandé la promotion du néo-maraboutisme avec la promesse de mettre en rapport les chefs confréries qui acceptent de jouer ce jeu-là avec la maçonnerie internationale qui vient de faire son entrée grâce à Djabbar et à Karima Berger à la Grande Mosquée depuis le 11 janvier. Et Dalil, qui était jeune et obéissant à l'époque, il a obéi à Pasqua, il a créé une confrérie chiria, parce que Bouchiria c'était déjà utilisé au Maroc, c'est la branche de Ouled Chichir. Et il a fait rédiger une moubaya'a ridicule qui faisait éclater de rire les fidèles quand ils se rencontraient après la prière du vendredi dans les cafés, parce qu'on lui donnait du Arif Billah, Qutb al-Rabbani, Shamsul Haqiqa, lui qui sentait encore l'odeur du whisky et qui, pour annoncer le ramadan, a dit وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلَا يَصُمْهُ. Il ne savait même pas lire ce verset. Et il s'est autoproclamé chef de confrérie et il obéissait en même temps à l'Aqd Bakhir qui a créé l'association nationale des Zaouïas. Or, le Arif Billah est un cousin lointain de Dalil parmi les Oulad Sidichir. Et il a été recruté dans ce contexte-là. Quand il a promis de devenir un Arif Billah à son tour, et quand il a été viré à la demande du colonel, parce que ça, son agitation pour la taxe halal a coûté les yeux de la tête, c'est le Tourir qui l'a rétabli. Et donc c'est le plus protégé de tous. Les autres, le caporal était protégé par un lieutenant-colonel qui s'est débarrassé de lui. Et puis bon, évidemment, vous avez des officiers ripoux comme ça. La caisse de la mosquée le sert à payer leur menu plaisir quand ils viennent à Paris, eux, leurs proches, etc. C'est ça, cette dérive. On aurait pu oublier tous ces précédents s'il n'y avait pas eu les mensonges supplémentaires éhontés depuis le 11 janvier. Donc on a le caporal, l'avocaillant, Djabbar et le Arif Billah qui méritent d'être mieux connus de la communauté. Le Arif Billah, le Godard lui a consacré une ligne et demie à l'époque, dans son livre. D'accord. Et je lui ai dit, écoute, il vaut mieux ne pas te signaler du tout que d'avoir des renseignements d'état civil. Et moi, je lui ai annoncé ça. Et il m'a dit, est-ce que Ben Amara est cité? Je lui ai dit, non, pas à ma connaissance. Il m'a dit, alors c'est très bien. Parce qu'il était en compétition avec Ben Amara, dont le frère était général chef de cabinet de Tourir. Et toute cette bande, sauf le Cabran, mis sur le retour du général Rozwan, dont on a annoncé l'arrivée à la présidence, mais qui finalement n'arrivera jamais. Parce que ça aurait été le retour en force des Toufiqis. Le Arif Billah était en compétition avec Miloud Ben Amara, qui est mort en 2012, je crois, en janvier. Et il y a une lutte à mort entre le Arif Billah et le caporal qui se disputaient le titre de DAG à la mort de Ben Amara. Ben Amara était craint et obéi parce qu'il avait son frère général. Et c'est lui qui faisait les rapports de délation sur des fidèles innocents. Le caporal à l'époque n'avait pas droit, il se faisait tout petit. Le caporal s'est mis à avoir des comportements pharaoniques après 2012. Alors ensuite, cette compétition pour celui qui manipule le plus le recteur a été à l'origine des 47 pages, mais vraiment révélatrices, sur un site qui a disparu depuis, qui révèle comment le caporal a confié 40% de la taxe halal à une de ses petites amies qui a été virée de la préfecture. Oui, ce que vous avez évoqué la semaine dernière, la franco-marocaine. Oui, mais ce que j'ai appris depuis, oui, c'est que le primitif mercenaire qui a dénoncé le caporal était payé par le Arif Billah. Et juste après, tout le monde se souvient de ce policier qui s'appelait Marabat, qui a été tué au moment de l'affaire Charlie Hebdo. Et au moment de son enterrement à Bobigny, le caporal tenait par la main Dalil. C'était une image dégradante
mais qui convenait au caporal parce que ça lui permet de passer à la télévision. Et il dit à Alger, puisque je passe à la télévision, je suis légitime. C'est un type, il n'a jamais fait de déclaration parce qu'il fait des fautes d'arabe et de français, mais le seul fait de lancer ce regard de voyou lui valait une reconnaissance. Alors, ce primitif m'a dit, Dalil risquait de tomber là, parce qu'il fallait le tenir par la main. Il m'a dit, dès qu'il m'a vu, il a lâché Dalil, il est venu en courant, il lui a dit, tu demandes tout ce que tu veux, je te recrute à la mosquée, tu fixes le salaire, et tu écris contre le Arif Billah. Et là, c'est comme ça. Et le Arif Billah pliait des petits personnels pour le renseigner contre le Cabral. Et avant qu'il apprenne que ces types-là renseignaient contre lui auprès du Cabral. Est-ce que c'est une atmosphère est-ce que les fidèles méritent ça? On a besoin de sakina dans une mosquée. Venir créer une atmosphère là, de compétition, de course club, on disait à l'époque, une course de chiens, avec le renseignement, le mouchardage, la délation mensongère, le bakshish, etc. Le devoir, c'est d'interpeller. La classe politique française n'écoute les musulmans que quand il y a un vote musulman. Il faut les interpeller là-dessus. Surtout les macronistes, là, en ce moment, qui risquent d'être battus après-demain. L'État algérien, qui revient progressivement à la démocratie, et ben, le progrès vers la démocratie est contrarié, ralenti par la présence et le sabotage de réseaux toufiquistes. Et le réseau toufiquiste le plus maladroit, qui cache mal son jeu, se trouve à la GMP en ce moment. Surtout que le Cabran tremble dans l'affaire de Jabbar Mhanna, le fameux Amir al-Omara. C'est un secret de polichinelle. Si on parle le mot Cabran, comme vous dites, M. Sadr Sallam, Cabran, donc c'est une grade militaire quelque part. Et comme vous le savez, Salah Allah yarhamou, donc, qui a initié cette politique d'assainissement, est-ce qu'il est connu auprès du bataillon? Les gens qui ont écouté la dernière émission ont dit qui c'est ce caporal. Ils disent si vraiment il est passé par chez nous, il déshonore l'AMP. Voilà leur réaction. D'accord. Mais d'après ça, je ne suis pas affirmatif, mais j'ai reçu cette émission très modeste m'a valu une averse de révélation de gens qui félicitent, qui encouragent et qui donnent des informations complémentaires. Il y a eu un réseau de corruption d'officiers qui ont un grade beaucoup plus élevé que celui de sergent au caporal, qui était soudoyé par le caporal. Ça, c'est un secret de polichinelle. Et c'est pour ça qu'il a eu, il a eu la paix. Chaque fois que des assainisseurs cherchaient à s'en occuper, le dossier était bloqué par les bénéficiaires de ces largesses financées par la caisse de la mosquée. Écoutez, vous avez dit pendant votre intervention que les Algériens veulent assainir ce dossier, hein, et surtout le dossier de l'islam en France, et notamment la GMP, hein, donc la Grande Mosquée de Paris. Est-ce que selon vous, le temps nous dira, est-ce que le chemin est long ou pas? Mais c'est très difficile de prévoir l'avenir, surtout avec un monde aussi opaque et agité. Mais ce que je peux dire, c'est que bon, le processus d'assainissement a été ralenti après la mort de Gaët Salah. D'accord. Et les réseaux toufiquistes croyaient qu'ils allaient revenir en force. Mais ils se sont aperçus que ce n'est pas aussi facile. Mais ce n'est pas aussi facile non plus de les réduire une fois pour toutes. Mais ce qui est certain, c'est que la volonté d'assainissement persiste à Alger, et notamment les dossiers de cette bande-là apparaissent dans des dossiers d'anciens ministres qui sont mis en examen, mais dont la convocation a été retardée par la mort de Gaët Salah. Et si ces dossiers sont ouverts, à ce moment-là, leur nom risque d'être révélé dans la presse algérienne. Donc, c'est très difficile de prévoir, parce que les gens comme le type qui était chargé de combattre cette bande-là et puis qui dit oui, on combat le caporal seulement, mais on laisse l'avocaillon, il risque d'en avoir beaucoup. Les vrais assainisseurs mettent le caporal et l'avocaillon dans le même sac. Dans du coup, le sac d'alpha. Parce que les Ouled Sidchir produisent l'alpha dans l'ouest algérien.
l'assainissement est indivisible. Si on veut assainir, toute cette bande-là qui ne pense qu'aux à côté financiers de la mosquée devrait aller, le caporal, il aurait été très bien à sa place comme videur de boîte de nuit. Et sa place n'est pas dans une mosquée. L'avocaillant, il aurait fait l'affaire avec les milliardaires qu'il a amenés chez Edith Cresson pour la recherche sans doute de paradis fiscaux, je suppose, ou d'autres trafics. Dire qu'il faut renvoyer l'autre et maintenir... ce type-là, il avait comme excuse de dire c'est le caporal qui a placé l'avocaillant, donc l'avocaillant va lui obéir. Si on change le caporal, l'avocaillant va obéir à quelqu'un d'autre. Il y a du vrai, parce que le caporal, c'était lui l'apprenti décideur de la mosquée, mais avec le mal qu'ils ont fait, l'assainissement ne sera entier que lorsqu'ils auront été renvoyés à leur autre activité profane. Je ne sais pas s'ils peuvent être poursuivis, parce que les charges sont retenues contre eux là-bas sur le trafic, sur le pèlerinage, la taxe halal. Rien que l'histoire là, de l'inspectrice des RG à qui il donne 40% de la recette halal, ça mérite une explication, ça, quand même. Alors que la recette halal, elle est censée financer le culte, les imams, les enseignants et tout. Or, lui, il l'utilise pour ses menus plaisirs. Donc, c'est des charges assez lourdes. Si la justice reprend son cours, à mon avis, c'est des gens qui auront peu de chances de rester dans une mosquée. Mais quand, moi, je suis incapable de le dire, parce que j'ai pas le temps, moi j'ai refait cette émission sur la base des renseignements que j'ai eus après l'émission précédente. Bien sûr. Mais pour les besoins de mon livre qui sort à la rentrée, j'enquêterai sur ces questions. Mais même après enquête, on n'est pas en mesure de dire quand cette affaire sera réglée. Et à mon avis, l'opinion devrait se manifester beaucoup plus. Ça ne peut qu'accélérer le processus d'assainissement. Parce qu'une administration qui assainit toute seule, une opinion bien informée lui faciliterait les choses. C'est d'où notre rôle très modeste. On va s'arranger pour que cette affaire-là ait les mêmes répercussions comme l'histoire de M. Nouaimi, de Samlali, de Maroun, etc., qui est tombé à l'eau grâce à une petite émission et un article qui a fait le tour du monde. Vous avez dit que vous avez eu des retombées par rapport à telle ou telle déclaration qui a été faite la semaine dernière par rapport à cette émission. Avez-vous eu aussi des informations supplémentaires par rapport à cette mainmise éventuelle des Émirats arabes unis sur la grande mosquée de Paris? Bon, il n'y a pas eu de démenti. Les contacts avec Béchari sont avérés, donc il y a des tentatives. Mais c'est une hypothèse qui reste retenue jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire. Et moi, je dispose d'un renseignement beaucoup plus ancien, c'est que l'avocaillant qui a ramené quelqu'un qui s'appelle Jeloul Begoura. Begoura ne cache pas qu'il est le protégé de Touati et de Toufik. Et c'est à cause de lui et de l'avocaillant que l'émission Vivre de l'Islam est devenue une émission DRS. Or, il vient de le nommer chargé de la communication de ce fameux Conseil pour les sciences, la culture, etc., qu'il a confié à Djebbar. Or, au moment de l'émission islamique, l'avocaillant et Jeloul Begoura, qui était un simple technicien à l'émission Mosaïque pour les immigrés, qui a un français massacré et un arabe très rudimentaire. C'est un illettré bilingue, comme on dit en Algérie. Ils ont pris l'avion pour aller dans les Émirats à la recherche de financement avec comme objectif de lancer une chaîne satellitaire. C'était à la mode à l'époque, quand Al Jazeera a disposé 21 États arabes sur 22. Le 22e, c'est le Qatar. Et chacun promettait une chaîne pour contrebalancer l'influence de la Jazeera. Alors, ils sont revenus bredouilles. Ils ne sont pas très forts dans la recherche du financement parce que ce sont des protégés. Alors, quand ils sont revenus bredouilles, on a appris qu'ils se sont envolés pour la Tunisie, soi-disant pour enregistrer une émission sur la Aïchawa, la confrérie d'Aïchawa qui est très connue.
et qui est à Argenteuil. Il suffisait de prendre un ticket de métro si on ne s'intéressait qu'à la Aïssawa. Or, ils ont utilisé une journaliste tunisienne que j'ai connue de près et dont le frère était ministre des Affaires étrangères de Ben Ali et qui était l'ami de Leila Trabelsi. Or, l'avocat l'a fait travailler à l'émission, il l'a payé très bien, et grâce à elle, ils sont partis pour essayer d'obtenir en Tunisie les financements qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir dans les Émirats. Et donc là, ils avaient un argument supplémentaire, c'est la coopération avec la police de Ben Ali, à qui il était reproché de se désintéresser des mosquées de l'immigration. Et ils sont revenus bredouilles, une fois de plus. Et là, la journaliste, là, après, elle a vu leur mensonge, elle est beaucoup plus douée, elle a un niveau beaucoup plus élevé que toute la bande de l'émission islamique, elle est partie en totale rupture avec eux. Et quand elle a découvert, c'est leur mensonge. Il faut espérer que Karima Berger, Leïla Anwar et toute la bande là, qui sont respectables. Leïla Anwar, elle connaît le soufisme de Jalal Rumi, c'est tout. Et moi, je m'attends à ce que ces intellectuels ouvrent les yeux au même titre que Fawzia Zouari, parce qu'elle s'appelle Zouari, c'est la sœur d'Abdelrahim Zouari, qu'ils ont essayé d'utiliser. Donc voilà des gens qui ouvrent les yeux au bout d'un certain temps, quand les mensonges éhontés sont multipliés par des gens qui ne vivent que de bluffs, de hableries et de mensonges. Et en s'attribuant, quand ils sont en difficulté, des protections réelles ou supposées. Donc, vu ces précédents, ils ne sont pas très forts dans la demande de subvention, sauf quand l'offre est aussi persistante que celle des Émirats, qui cherchent à tout prix à avoir un pied dans les mosquées européennes. Et j'imagine que le discours répétitif et creux de l'avocat qui promet de lutter contre l'islam politique comme si lui n'avait jamais fait de politique, alors qu'il ne fait que de la mauvaise politique, ces répétitions pour promettre de combattre l'islam politique, c'était destiné à intéresser les Émirats à faire intervenir son ancien acolyte, Oulid Shira. Alors, est-ce que ça a réussi? Bon, on le saura d'ici la rentrée, là, parce que les secrets ne durent pas très longtemps. Ils sont du genre, parce qu'à un moment, le fameux Sifawi a dit bravo, l'avocat a proclamé l'indépendance de la mosquée vis-à-vis de l'Algérie, etc. Eux, ils avaient tendance à donner un certain contenu à ce mensonge en diversifiant leur financement. Mais on le saura. Moi, il y a des choses dont je parle. J'ai reçu un coup de fil mystérieux. Celui qui était à l'autre bout du fil prétendait être Abu Dhabi, mais en fait, il était à l'ambassade des Émirats à Paris. Et donc, c'est un coup de fil un peu bizarre, à 1h du matin, par exemple. Vous avez de la chance d'être appelé. Ah oui, mais moi, j'aimerais dormir un peu, parce qu'il faut se lever pour la prière. Non, mais c'est leur méthode. Je veux rappeler un dernier précédent. Là, on a parlé de Ben Hamara, Ouais. avec le sergent caporal de l'époque. Il y avait un gardien à la mosquée qui s'appelle toujours Rachid Hattab. C'était un jeune fils d'immigré qui vivait en Antony, qui était le protégé de Devedjian, qui vient de mourir. Il a fait 2 ou 3 mois de prison, comme beaucoup de beurre, pour un petit larcin ou pas. Puis Devedjian l'a aidé à se réinsérer. Et il était payé par l'AMPE comme gardien à l'entrée de la mosquée. Et c'était un musulman pratiquant. Là. Moi, chaque fois que je passais, il s'arrêtait pour me raconter comme ça, debout, toutes les turpitudes qui l'ont choqué. Et puis, ils l'ont chassé de la mosquée. Et une fois, moi, je passais dans un arrondissement de Paris, je vois une voiture s'arrêter. C'était lui. Et il m'a raconté comment il a été recruté comme commandant de pompiers. Je lui ai dit, tu vois, dès que tu quittes la mosquée, tu réussis mieux. Mais il m'a dit, mais je t'ai pas raconté qu'est-ce qu'ils m'ont fait comme difficulté. Ben Hamara et l'avocat lui ont acheté un téléphone portable spécial et lui ont demandé d'aller en vacances en Kabylie parce qu'il était un cousin éloigné de Hassan Hattab, qui était soi-disant à la tête d'un GIA ou ça portait un autre nom. Or, le caporal voulait gagner un grade
en capturant, grâce à Rachid Hattab, Hassan Hattab. Comme il a refusé, ils ont attendu qu'il s'absente hors de Paris. Ils ont cherché l'adresse de sa femme, il était marié à une Parisienne, et qui savait que son mari avait fait de la prison, mais pour une faute de jeunesse, là, comme les jeunes beurs, là, ils font de la préventive et puis ils lui ont dit, mais vous savez pas pourquoi Rachid a fait de la prison, il vous cache. La vraie raison, c'est qu'il était terroriste. Ouh là là. Eh bien, ils ont été à l'origine du divorce. Elle a demandé le divorce le lendemain. Voilà ces salopards, comment ils se comportent. Est-ce que même si c'est un terroriste repenti, on ne provoque pas, on n'incite pas sa femme à divorcer. Les mosquées, c'est fait pour réconcilier les couples. Eux, ils font le contraire, ces voyous. Lorsque les fidèles, j'ai dit qu'ils ont farachat al-mu'min, sixième sens. Mais s'ils apprennent le quart du huitième de ce que nous savons, ils vont changer de mosquée ou vont leur cracher à la figure quand ils les croisent. Des gens dignes de respect. Et dernière question, si vous le permettez, M. Sadr Sallam, parce que le temps presse. Vous avez dit un mot qui m'a touché, et j'aimerais bien avoir votre avis aussi, comme question, pour un oui ou un non, peut-être ou bien plus de détails. Vous avez dit que les Algériens veulent assainir ce volet religieux ici en France. Selon vous, est-ce que les Marocains ont la même volonté? J'ai pas suivi les affaires au Maroc, mais d'après les informations que j'ai, la ligne du palais de Ahmed Toufik et d'une partie des autres décideurs là, des services n'est pas suivie par le Chirac qui s'est rebellé, ni par Boussouf. Et ces types-là se réclament du soutien d'une partie des officiers de renseignement, lieutenant-colonel ou commandant, et ils les soutiennent parce qu'ils convoitent le bachiche des Émirats. Et ils défient leur propre État uniquement pour satisfaire des avantages catégoriels, claniques ou même familiaux ou personnels. Là, dans le cas de l'Algérie, ce sont des réseaux terroristes qui défient les nouveaux décideurs et qui retardent leur politique d'assainissement. C'est pour ça que les deux pays se trouvent dans des situations analogues. Moi, j'ai rencontré Ahmed Toufik à l'époque. Et j'ai rencontré juste après Olamullah, qui est un homme digne de respect. Ils ont accepté de se rencontrer uniquement pour arrêter cette guerre des mosquées. Ahmed Toufik et Olamullah m'a dit les histoires du Polisario, du Sahara, ça relève de la politique, des stratèges. Mais qu'au moins, on proclame la paix des mosquées de France et arrêter d'attiser ce conflit artificiel marocain-algérien, qui n'a aucun effet sur la base, puisque les Marocains et Marocaines qui voulaient verser leurs dons au profit des victimes de l'Hausima, ils sont passés par la grande mosquée. Ils savent que c'est algérien, mais ils croyaient que c'était des vrais hommes de religion. Et à mon avis, si on veut avancer, il faudra, alors je ne sais pas, le nouveau ministre des Affaires religieuses et puis le nouveau décideur algérien n'ont aucun intérêt, alors que le slogan de l'islam, la mosquée menacée par les Marocains, c'était le seul discours sur lequel s'appuyait le caporal, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il a donné 40% de la viande halal, des taxes halal, à un franco-marocain. Et alors là, c'était ridicule. Il ne croit même pas à ce qu'il dit. Quand il a un avantage, il se contredit 3 fois par jour. À l'avenir, je pense que c'est les 3 ou 4 États, les États du Maghreb, avec les Français qui doivent se concerter pour introduire un minimum de rectitude, pour rétablir les droits élémentaires de la religion dans les mosquées. C'est la religion qui est la plus absente, le plus grand absent, surtout quand on rentre à gauche, après la grande porte de la mosquée. Là, c'est les hauts lieux du trabandisme, du mouchardage, des mensonges, de la délation mensongère, parfois à l'insu de Dali. Moi, j'ai écrit sur la famille Boubacar, le mal qu'elle a fait à l'islam, et à mon avis, ça va être en train de faire beaucoup plus de mal que la famille Boubacar,
Surtout que Dali Boubacar, ces dernières années, il s'est instruit, il avait comme livre de référence les ouvrages de son père, traité moderne de théologie, et la traduction du Coran, il s'appuyait dessus pour ne pas dire n'importe quoi, comme pendant les premières années. Or, l'avocat n'a même pas ça. Il ne peut pas se prononcer sur un sujet religieux le plus élémentaire. Une régression, un retour en arrière de 40 ans. Boubacar le père, il était autoritaire, il était illégitime, mais c'était un grand savant quand même. Et peut-être que Dieu lui pardonnera pour avoir bien traduit le Coran, mais ces types-là, comme en arabe on dit, ils sont nuls et non avenus, et leur place n'est pas dans une mosquée. Je le répète et je leur dis en face. Et surtout, il faut faire connaître aux autorités françaises cette drôle de philosophie du caporal qui a dit il a dit, on a l'habitude de nous payer la tête des Français, laisse-nous continuer. Quand on lui a dit, on va te poser la question de savoir pourquoi tu n'as recruté aucun ancien élève de l'Institut comme imam. Les gens vont déduire que tu préfères continuer à importer les imams pour le bakshish qu'ils versent. La seule réponse qu'il a eue, écoutez, oui. Les choses sont claires. Monsieur Sadr Sallam, merci infiniment pour cet éclairage. Je vous dis à très bientôt, comme ça a été dit. Je voudrais dire un dernier mot. Notre but n'est pas du tout d'accabler les personnes. Il faut maintenir les voies de la repentance et de la rédemption ouvertes. Si ces gens-là veulent. C'est uniquement le souci de la dignité de l'islam, de l'introduction des règles de la démocratie dans un pays laïque, un état de droit. Et l'Algérie aspire à être un état de droit. La Aïchaba qui est à la mosquée n'est digne ni de la démocratie française, ni de l'état de droit que les nouveaux décideurs en Algérie veulent instituer. Monsieur Sadr Sallam, merci infiniment. Historien de l'islam contemporain, je vous dis à très bientôt. Bon week-end, bon vote, à une prochaine fois. Voilà. Merci. Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible.